C'est bon, je crois qu'on peut démarrer. Yek. Bien. Je voulais juste, je sais pas si les membres du bureau sont là, mais je voulais juste profiter de vraiment les remercier pour leur invitation. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de revenir à ces magnifiques journées de fête. On retrouve tous nos amis, on mange bien et le temps est magnifique. Et l'hôtel est magnifique. Et voilà, et on a le plaisir de retrouver tous nos amis qu'on n'a pas vus depuis quelque temps. Non, et il va me crier dessus. Et en fait, j'ai le plaisir. Tu démarres pas tout de suite? J'ai le plaisir de vous présenter ce premier atelier des journées autour d'un sujet quand même très intéressant et qui concerne l'allergie aux protéines du lait de vache. Je crois que c'est de plus en plus fréquent, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et avec l'aspect thérapeutique qui concerne l'induction de tolérance orale en pratique. Et cet atelier va être animé par mon ami, le professeur Tahir Saïd, qui est professeur de gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Rabat. Il y a que c'est ça. Ancien médecin directeur de l'hôpital d'enfants de Rabat et ancien membre très influent de la société marocaine, du bureau de la société marocaine de pédiatrie. Attention de pas tomber, s'il te plaît. Et voilà, et un ami très très cher depuis de longue date. Voilà, à toi. C'est un atelier, donc je suppose que ça va être une petite discussion, voilà. Et donc je te laisse la parole. Merci, Lala Rachida. À mon tour de remercier l'amicale des pédiatres de Fès pour leur invitation. Je les félicite aussi pour la qualité des thèmes choisis et pour, je dirais, l'organisation dans son ensemble. Alors, on m'a demandé de parler de l'induction de tolérance orale au lait de vache et combien justement les pédiatres sont confrontés à des situations d'allergie aux protéines de lait de vache, comment les prendre en charge, bien que c'est pas l'objectif de cet atelier, parce que là, on va aborder beaucoup plus un outil, je dirais, peut-être thérapeutique en matière de prise en charge de cet APLV. Mais il faut dire que c'est une thématique qui est, je dirais, qui est toujours d'actualité, dans la mesure où il n'y a pas vraiment de consensus. On va essayer de le voir un petit peu les protocoles que l'on peut proposer pour l'induction de tolérance. Il n'y a pas vraiment de consensus, mais c'est-à-dire il y a des principes généraux pour cette induction de tolérance. Je signale aussi d'emblée que c'est un outil effectivement qui est mis à disposition effectivement des médecins, parce que le seul traitement qui a été proposé jusque-là, et comme vous le savez, c'est l'éviction de l'allergène, l'éviction du lait de vache. Mais là, on va essayer un petit peu de forcer ce système immunitaire, de le pousser à tolérer progressivement l'allergène quand l'allergie a tendance à persister, bien sûr. Vous le savez certainement, les allergies alimentaires chez l'enfant ont tendance à régresser pour la plupart d'entre elles. Et plus de 95%, je dirais, des allergies auront tendance à disparaître, à guérir avant l'âge de 10 ans. Et pour chaque allergène, il y a bien sûr des délais, ce qu'on appelle les délais habituels d'acquisition de la tolérance. Et quand ces délais sont dépassés, c'est-à-dire l'enfant n'a pas acquis la tolérance, on pourrait justement proposer cette induction de tolérance. Alors, c'est en principe un atelier, et donc il devrait être un petit peu interactif, au moins dans un premier temps. Alors, j'ai prévu un pré-test au départ, et puis une petite mise au point que j'ai qualifié de prérequis avant d'aborder des cas cliniques d'allergie au PLV, et on verra ensemble comment on va finalement essayer de les prendre en charge. Alors, je me suis permis de fixer quelques objectifs pour cet atelier. Alors, j'aimerais qu'à la fin de cet atelier, les jeunes et les moins jeunes puissent être capables d'identifier les formes cliniques de l'allergie au lait de vache qui autorise l'induction de tolérance en général et en pratique de ville en particulier, de lister les principaux critères de sécurité requis avant la réalisation d'une induction de tolérance, parce que l'induction de tolérance au valoir doit être précédée par un test de provocation normalement préalable qui doit être fait dans un milieu, on va dire, sécurisé.
Être capable aussi de rédiger un protocole d'induction de tolérance au lait de vache qu'on peut éventuellement initier à domicile, et puis de décrire les modalités pratiques de suivi d'une induction de tolérance au lait de vache à domicile. Alors, je vais commencer rapidement par un pré-test. Bon, vous allez essayer de répondre, mais on va pas donner les bonnes réponses, on va les laisser peut-être à la fin. Alors, à votre avis, qu'est-ce que l'induction de tolérance, bon, notamment au lait de vache? Est-ce l'élimination permanente de lait de vache de l'alimentation? L'administration régulière de doses croissantes de lait de vache pour développer une tolérance? Le remplacement du lait de vache par des alternatives non allergiques? L'utilisation de médicaments immunosuppresseurs pour contrôler les réactions allergiques? Vous êtes d'accord? Okay. Alors, puis un petit quiz, toujours dans le pré-test. À votre avis, l'induction de tolérance peut être proposée pour toutes les formes d'allergie alimentaire? Légal, oui, légal, non. Pour toutes les formes? Bon, je donnerai pas la réponse. Vous allez la découvrir progressivement. Alors, l'ITO peut être indiqué pour tous les types d'allergènes maintenant, alimentaires. Alors, on parle d'induction de tolérance. Est-ce qu'on va l'indiquer, quel que soit le type d'allergène? Bon, il y a le lait, certes, ce qu'on va voir tout à l'heure, mais il y a aussi l'œuf, l'arachide, le poisson, fruits de mer, etc., etc. Bon. Ensuite, à votre avis, le but de l'ITO, l'induction de tolérance, c'est de guérir l'allergie. Alors, si c'est pas guérir, ça va être quoi? Améliorer, induire une meilleure tolérance, d'accord. Alors, l'ITO, à votre avis, en pratique de ville, est indiqué en suivi d'une ITO initiée à l'hôpital, c'est-à-dire que le praticien en ville peut justement assurer le suivi de l'ITO qui a été démarré au milieu hospitalier, pour initier une tolérance orale pour des allergies alimentaires digestives à forme tardive ou à forme retardée. Est-ce qu'on peut justement initier une induction de tolérance au cabinet, en fait, en pratique de ville? Pas de réponse? Non? Alors ensuite, dans les allergies non IgE médiées, le TPE à l'hôpital est indispensable. Il est toujours indispensable. Là, c'est pas l'allergie IgE, c'est l'allergie de mécanisme non IgE. Est-ce qu'il faut toujours faire un TPO en hospitalier? Pas toujours. L'induction de tolérance est efficace dans tous les cas. Très bien. Dans une ITO au lait, il faut toujours commencer par le lait cuit. De préférence. D'accord. Et puis la dernière partie. Alors, l'ITO peut provoquer des réactions sévères plus avec le lait de vache et l'arachide qu'avec l'œuf. Parce que les réactions ou les risques avec l'œuf ou le lait, seraient plus importants que celui de l'œuf. Enfin, quand on veut induire la dose. Donc, alors, est-ce que l'ITO peut provoquer une œsophagite eosinophile? D'accord. Est-ce qu'elle peut provoquer le décès? Peut-être. Enfin, l'ITO en pratique de ville peut être initié quelle que soit l'attitude et l'engagement de la famille avec juste un protocole de progression des doses bien encadré par l'équipe médicale. Est-ce qu'il faut une certaine attitude quand même des parents ou on peut l'initier sans tenir compte de l'attitude des parents? Très bien. Alors, j'ai préféré donc commencer par un prérequis avant d'aborder quelques cas cliniques d'allergie au PLV et d'induction de tolérance. Alors, vous le savez certainement, il y a une diversité phénotypique des allergies alimentaires. Vous avez les formes IgE, les formes non IgE. Enfin, les prendre en charge, c'est pas toujours identique. Dans les formes dites mixtes ou retardées, vous avez bien sûr les formes cellulaires pures. Vous connaissez probablement le SEIPA, le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires, qui est une forme non IgE, à manifestation, exclusivement digestive. D'accord?
Vous avez aussi la proctocolite ou ce qu'on appelle aussi l'entéropathie induite par les protéines alimentaires. Et puis vous avez les formes mixtes, c'est-à-dire qui peuvent impliquer les deux mécanismes IgE dans les yeux. Vous avez l'exemple des pathologies à éosinophiles, vous connaissez probablement l'œsophagite à éosinophile. Alors, vous connaissez aussi certainement l'histoire naturelle, c'est-à-dire l'évolution des allergies alimentaires. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au tout début, c'est-à-dire que la plupart des allergies alimentaires ont tendance à disparaître, à guérir. Il y a des délais pour chaque type d'allergène ou pour chaque forme aussi d'allergie alimentaire entre les IgE et les non-IgE. Et vous voyez que pour l'œuf, par exemple, le petit cadré en vert, et pour le lait, la tendance, justement, c'est la guérison. Vous avez à l'âge de 7 ans, plus de 70% des enfants qui vont guérir de leur allergie. À la différence des allergies à l'arachide, au sésame, aux fruits de mer, aux poissons. Vous avez un petit pourcentage d'enfants qui vont guérir leur allergie. Là, je parle bien sûr de l'évolution spontanée de cette allergie. D'accord? Alors, vous avez ici quelques chiffres selon certains travaux. Alors, pour le lait de vache, vous avez l'acquisition de la tolérance naturelle dans 80 à 85% vers l'âge de 3-4 ans. Pour l'œuf, c'est 60 à 80% à 5 ans. Pour l'arachide, uniquement 18-22% vers l'âge de 5 ans. Et pour le blé, 59% des enfants vont devenir tolérants vers l'âge de 4 ans. Donc tout l'intérêt d'aller induire une tolérance aux aliments en l'absence de guérison naturelle. Logiquement, quand les enfants atteignent ce délai ou cet âge habituel de l'acquisition de tolérance et qui sont toujours allergiques, on pourrait, dans ces situations, essayer d'induire la tolérance, donc aller forcer ce système immunitaire. Alors, comme vous le savez, le seul traitement qui est toujours à notre disposition, bien sûr, c'est l'éviction de l'allergène en cas d'allergie. Quand on fait le diagnostic d'une allergie à un aliment, on évite l'aliment. D'accord, on est tous d'accord. On peut même conseiller une trousse d'urgence selon la sévérité, le mécanisme de l'allergie. Il y a même ce qu'on appelle le plan d'accueil individualisé, pour certains enfants à l'école. Et il faut certainement suivre cette prise en charge avec une éducation thérapeutique, c'est-à-dire ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut peut-être prendre en compte dans l'alimentation, etc. Et vous le savez certainement, l'éviction impacte la qualité de vie des enfants eux-mêmes et de leur famille. Ils ont du mal justement à manger n'importe où, n'importe quand, etc. Et donc, l'aliment devient parfois un danger. Il y a même un sentiment d'exclusion de certains enfants parce qu'ils ne peuvent pas consommer comme leur aînés un certain nombre d'aliments. Il y a même des phobies alimentaires qui peuvent s'installer à cause des régimes d'éviction, surtout les régimes d'éviction qui ont tendance à se prolonger. Et vous avez même le risque d'aggravation de l'allergie alimentaire quand on met des enfants sur des régimes d'éviction au long cours. Alors, on acquiert normalement la tolérance en poussant ce système immunitaire à tolérer des petites doses peut-être de l'allergène, c'est-à-dire en mettant en contact l'allergène avec le système immunitaire et pas avec une éviction au long cours. D'accord? C'est ça un petit peu un principe général pour ce qui est de l'induction de tolérance. Il y a même un risque de récurrence d'accidents et même de décès quand on a un enfant qui est sous régime strict et qui va consommer accidentellement l'aliment. Vous avez des formes anaphylactiques, vous avez de l'anaphylaxie dans l'allergie et des enfants qui peuvent en décéder. Et donc justement, parmi le but, on va dire, d'aller induire la tolérance orale chez ces enfants allergiques, c'est pas obligatoirement la guérison de l'allergie, mais au moins éviter ce genre d'accident, notamment anaphylactique. C'est-à-dire, si on élève un peu le seuil de tolérance de l'aliment, c'est-à-dire s'il y a des traces dans un mélange, dans un repas, l'enfant ne va pas faire de réaction anaphylactique. Donc, l'objectif, c'est pas toujours guérir, mais peut-être aussi élever le seuil de réactivité vis-à-vis de l'aliment. Alors, les TO, c'est un nouvel espoir thérapeutique dans la prise en charge de l'allergie. Il y a beaucoup de travaux selon les centres, selon l'allergène qui a été étudié. Donc, concernant cette induction de tolérance orale. Alors, l'induction de tolérance orale, elle est nécessaire, comme je vous l'ai dit, parce que l'allergie alimentaire ne guérit pas toujours, d'accord? Que l'éviction alimentaire stricte ne favorise pas la guérison, mais augmente la sensibilisation, donc avec risque d'accident anaphylactique. Les accidents les plus sévères surviennent lors d'une ingestion accidentelle au cours des régimes d'éviction. Et puis, bien sûr, vous avez l'altération de la qualité de vie liée à ce régime d'éviction qui va être plus ou moins prolongé.
Pourquoi induction de tolérance? Parce qu'effectivement, la fréquence des allergies alimentaires est en augmentation. Il y a une augmentation de la fréquence des anaphylaxies aussi sévère, une augmentation de la sensibilisation de la sévérité des symptômes en cas d'éviction stricte. Et donc, l'intérêt de cette ETO, c'est d'augmenter, comme je vous ai dit, le seuil de réactivité vis-à-vis de l'allergène, améliorer la qualité de vie des allergies alimentaires, faciliter la guérison aussi de l'allergie alimentaire pour certains. Alors, je ne vais pas rentrer dans les différents mécanismes d'action de l'induction de tolérance, mais ce que je vous demande de retenir, tout simplement, c'est que l'induction de tolérance orale en particulier, bon, au même titre que les autres voies d'induction de tolérance, vous connaissez, vous avez peut-être appris ce que c'est que l'induction de tolérance en matière d'allergènes respiratoires, la sous-cutanée, la sublinguale, etc. Mais en tout cas, pour l'induction de tolérance orale, ça va impacter les cellules T régulateurs et ça va modifier un petit peu leur comportement vis-à-vis de l'allergène. Et vous avez une inhibition, enfin une sécrétion d'un certain nombre de cytokines qui vont inhiber les cellules effectrices de l'allergie, telles que le mastocyte, l'éosinophile ou bien le basophile. Vous avez aussi une inhibition progressive de la voie TH2, qui est la voie de l'allergie. C'est elle qui va justement initier on va dire la stimulation des cellules des lymphocytes B avec la production des immunoglobulines E. Donc, vous avez tout simplement ces T régulateurs qui sont au centre de cette induction de tolérance. Alors, la tolérance est un mécanisme effectivement qui est actif, qui repose sur de multiples mécanismes centraux et périphériques. Le tissu lymphoïde associé au tube digestif est le siège justement de ces mécanismes, on va dire, immunologiques pour justement induire la tolérance vis-à-vis des allergènes alimentaires. Et pour les ITO qui ont été documentés, en fait, pour un certain nombre d'allergènes. Alors, les protocoles, effectivement, de tolérance orale au lait de vache et à l'œuf, qui ont été initiés pendant 6 mois pour, donc, ces allergènes, ont permis, selon, donc, beaucoup d'études, de diminuer la taille des prick tests, parce que là, je parle d'allergie IgE médiée, donc on peut justement évaluer ou suivre par les prick tests, par le taux des IgE spécifiques. Donc, on va suivre la cinétique de ces tests allergologiques. Donc, on a constaté une diminution des prick tests, une diminution des IgE spécifiques, une augmentation des IgG4. Alors là, les IgG4, c'est un indicateur plutôt de la tolérance. Quand vous avez des IgG4 qui augmentent, ça témoignerait de la tolérance et non pas de l'intolérance ou de l'allergie vis-à-vis de l'aliment. Donc, c'est aussi un paramètre qu'on pourrait suivre en cas d'induction de tolérance. Ça permet de diminuer les interleukines qui sont impliquées dans la réaction allergique. Ils augmentent aussi les lymphocytes T régulateurs. Ils améliorent le seuil réactogène. Ils diminuent donc la sévérité des symptômes. Alors là, pour les différentes phases de l'ITO, donc de l'induction de tolérance, il y a ce qu'on appelle une phase d'induction, où on va justement, après le TPO, après le test de provocation orale qui va permettre de définir le seuil réactogène, on va initier, donc on va commencer la réintroduction de l'aliment, notamment à domicile, avec des protocoles de progression justement pour ce qui est des doses. Et puis, une fois arrivé à la dose, on va dire optimale, il va falloir maintenir la prise de cette dose pour justement assurer la guérison par la suite. Parce qu'au début, on va induire progressivement la tolérance. Et puis après, il va falloir justement maintenir la prise de l'aliment pour que le système immunitaire s'habitue encore plus à cet aliment et qu'il ne le rejette pas. Alors, il faut différencier aussi, ce que je vous ai dit peut-être tout à l'heure, l'accoutumance de la tolérance. L'accoutumance, ça correspond tout simplement à une diminution de la réactivité qui nécessite l'administration régulière de l'aliment. C'est-à-dire, on va pas guérir l'enfant, mais on va réduire, la réactivité. Donc, on va augmenter le seuil, si vous voulez, de réactivité. Mais l'enfant devrait prendre régulièrement l'aliment. Bon, c'est une histoire qu'on en sait beaucoup plus avec la cacahuète, par exemple, l'arachide. D'accord? Donc, l'enfant qui doit consommer tous les jours cacahuète pour qu'il puisse maintenir cette tolérance. Mais quand on parle de tolérance acquise ou de guérison, là, l'enfant va pas être obligé de prendre tous les jours l'aliment en question. C'est-à-dire, là, on a dépassé le problème de l'immunisation, de la sensibilisation. Et donc, l'enfant, il est comme tout le monde, il est guéri, qu'il prenne ou non régulièrement l'aliment en question. Donc, il y a cette nuance entre accoutumance et tolérance. Alors, à qui proposer une ITO? Normalement, c'est pour les allergies IgE médiées.
D'accord, les allergies IgE pardon, qui ont tendance à persister. Donc, il va falloir justement une histoire clinique pour le diagnostic de ces allergies IgE. Un bilan allergologique qui est positif et ça peut être aussi, on peut avoir recours aussi à un TPO pour faire le lien au cas de doute justement ou quand il n'y a pas d'histoire clinique pour faire le lien entre la prise de l'aliment et les manifestations allergiques. À quel âge? Ça va être fonction des allergènes de la clinique. Je vous ai dit que pour chaque allergène, il y a un âge habituel de l'acquisition de la tolérance. Et normalement, l'induction de tolérance, elle est indiquée quand l'enfant atteint l'âge habituel de l'acquisition de la tolérance et qui est toujours allergique. Alors, pour le lait, ça va être des 2 ans, voire avant. Pour l'œuf, le principe, c'est entre 2 et 3 ans. Pour la cacahuète, l'arachide, c'est entre 5 et 6 ans. Alors, il faut bien sûr, si l'enfant a d'autres manifestations allergiques, notamment de l'asthme, il faut que sa asthme soit contrôlée, il faut que sa dermatite atopique soit contrôlée, etc. Alors, pour quels aliments? Normalement, on va s'efforcer d'aller induire sa tolérance orale pour les aliments qui sont, logiquement, qui sont couramment consommés. D'accord? Et quand on risque justement de retrouver dans notre plat régulièrement, donc aliments courants, difficilement évitables. Bien sûr, pour les allergies qui ont tendance à persister. Et pour les allergènes à haut risque, tels que l'arachide, on peut avoir justement beaucoup de bénéfices, ne serait-ce que si on arrive à élever le seuil de réactivité pour éviter justement les réactions anaphylactiques. Donc, toujours les indications, vous avez les allergies les plus sévères ont un bénéfice maximal, mais c'est les immunothérapies qui sont les plus risquées. Les bénéfices de l'immunothérapie doivent être bien sûr supérieurs aux contraintes liées à la prise régulière de l'aliment. Pour des patients et des familles motivées, c'est valable pour le lait de vache, mais c'est beaucoup plus valable pour certains allergènes assez sévères tels que l'arachide, c'est-à-dire si les parents ne s'engagent pas à respecter les protocoles, il y a un risque d'anaphylaxie. C'est-à-dire si l'enfant ne prend pas régulièrement l'aliment en question, s'il reste peut-être 2 ou 3 jours sans prise alimentaire et qu'il reprenne l'aliment, il risque de faire un choc anaphylactique. Et donc, les parents doivent être vraiment motivés, bien engagés avant de se lancer dans cette aventure d'induction de tolérance. Alors, les objectifs, c'est limiter les risques de réactions sévères. C'est bien sûr la désensibilisation, donc l'augmentation du seuil. Sinon, c'est la guérison avec une consommation libre de l'aliment. Alors, les parents, comme je vous ai dit, sont garants de la rigueur des prises et de la qualité de l'aliment dispensé. Les parents doivent savoir gérer un effet indésirable. Donc, il y a de l'éducation thérapeutique qui devrait suivre. L'importance de bien expliquer les TO aux parents, de laisser le temps à l'enfant et à sa famille d'y réfléchir, d'encadrer les TO, donc par l'éducation thérapeutique. Alors, les protocoles, je vous ai dit qu'ils ne sont pas tous consensuels, mais il y a quand même des bases. Il y a un manque d'harmonisation, de standardisation des pratiques. La même chose pour l'utilisation de l'aliment lui-même. On peut utiliser de la poudre, par exemple, pour l'arachide ou de la farine de l'arachide. Pour le lait, ça peut être le lait cuit ou le lait cru. L'œuf, la même chose. Alors, le premier temps, bien sûr, de l'induction tolérante, je vous ai dit, c'est d'abord le TPO, le test de provocation orale, qui va justement définir le seuil réactogène. Et on pourrait utiliser, selon un petit peu les protocoles, soit la forme cuite, soit la forme crue de l'aliment, avec un suivi rapproché, bien sûr. Alors, sachez qu'il y a quand même des effets ou des risques avec l'induction de tolérance, mais les effets indésirables, en général, ils sont légers, rarement sévères. Il y a fréquence de la sévérité, on va dire, lors du premier TPO. Bon, il y a des protocoles dans lesquels on va progresser rapidement pour ce qui est des doses, et pour d'autres protocoles, on va aller vraiment tout doucement, tout doucement. Et puis, il va falloir quand même des équipes spécialisées en allergie alimentaire pour mener à bien cette ITO. Bon, il va falloir donc passer par un choix du protocole, accompagner le patient, assurer l'éducation. Il faut aussi signaler les facteurs de risque, parce que justement, le moment même de la prise de l'allergène doit être bien encadré. Il faut éviter les épisodes infectieux, il faut éviter l'effort au moment de la prise de l'aliment, parce que ça peut accentuer la réaction immunitaire, éviter les situations de stress, les menstruations chez la fille, l'exposition au soleil quand on justement démarrer cette ITO.
Bon, connaître aussi comment prendre en charge finalement une réaction anaphylactique en fonction de sa sévérité. Alors, les TO en pratique, c'est d'abord un test de provocation orale qui doit être fait normalement en milieu hospitalier pour définir, comme je vous ai dit, le seuil de réactivité. Et puis le lendemain, une fois le seuil est défini, on doit normalement démarrer selon les recommandations par le 10e de la dose cumulée réactogène. On va revenir un petit peu à travers les cas cliniques, ce que c'est que cette dose cumulée réactogène. On va monter ensuite par palier à domicile jusqu'à 50% de la dose réactogène. Il faut atteindre une dose optimale qui peut être à 80% de la dose réactogène. Et puis, on va prévoir un nouveau TPO, un nouveau test de provocation orale, parce qu'on s'attend quand même avec cette induction de tolérance à ce que le seuil augmente. Donc, 6 à 8 mois, normalement, on refait le test et on va définir le nouveau seuil. Et puis, donc, on va ensuite enclencher cette réintroduction sur la base de ce nouveau seuil. Bon, il y a ensuite donc cette phase de maintenance. Les risques de l'ETO, il y a des réactions plus ou moins sévères quand on n'encadre pas bien cette induction de tolérance. Alors les événements intercurrents en particulier, les virus ou l'asthme, plus justement favoriser certaines réactions à l'allergène quand on est en train d'induire cette tolérance. Alors, il y a eu beaucoup d'études. Le risque de décès, il est vraiment, on va dire, exceptionnel. C'est-à-dire, si ce n'est pas l'anaphylaxie qui a été mal gérée, mais en principe, il n'y aura pas de risque de décès, même avec tous les problèmes, justement, de gestion de cette induction de tolérance. Alors, l'intérêt de l'éducation thérapeutique, je ne vais pas y revenir. Le choix éclairé aussi du patient. Donc, les parents doivent être aussi bien informés, de cette ITO, de ses risques, comment la gérer, etc., avant de se lancer, comme je vous ai dit, dans cette aventure. Une famille motivée, certes, et bien sûr assurer un suivi régulier en consultation et garder une prise régulière, notamment pour un certain nombre d'aliments pour lesquels on ne va pas vraiment guérir ces enfants de l'allergie. Alors, désolé, je vais passer peut-être rapidement au cas clinique, parce que le temps passe rapidement. Alors, vous avez ce premier cas de ce nourrisson qui a présenté à l'âge de 3 mois, lors de l'introduction du premier biberon d'un lait premier âge, des vomissements engés. Donc là, vous avez une réaction relativement immédiate. Ici, c'est immédiat, c'est un mécanisme IgE ou la non-IgE? Normalement, IgE. Voilà. Alors, l'allaitement maternel a été repris, et puis donc, on a arrêté, bien sûr, on n'a plus donné le biberon, mais à l'âge de 5 mois, l'enfant qui reçoit son deuxième biberon de lait, est là, puis il présente des vomissements au bout de 50 millilitres de lait, avec apparition 15 minutes après d'une urticaire généralisée, ce qui a motivé une consultation aux urgences, où le diagnostic d'APLV a été retenu. Donc, on est finalement face à une allergie au PLV de mécanisme, a priori, IgE médié. Le nourrisson est mis alors sous hydrolysat de protéines de lait de vache avec un régime d'éviction strict de lait de vache. Voilà un petit peu le bilan allergologique qui a été fait. Les prick tests étaient positifs au lait de vache, donc vous avez 7 mm pour un témoin de 3 mm. Les IgE spécifiques à 6. Donc, c'est un IgE qui est positif. IgE à caséine vis-à-vis de la caséine qui était à 4, donc positive. L'alpha-lactalbumine était limite et la bêta-lactoglobuline était inférieure à 0,10. Alors, pourquoi, à votre avis, on demande les différentes allergènes moléculaires? Parce qu'on se contente plus actuellement de demander uniquement les IgE anti-lait vache. Les vaches, c'est un mélange. Vous êtes d'accord? Il y a de la caséine, il y a des protéines solubles. À votre avis? Ça a un intérêt tout particulièrement pour le pronostic déjà, il y a l'allergie. L'allergie à la caséine, mais il y a l'allergie à la bêta-lactoglobuline. La caséine, c'est un allergène quand même majeur. C'est un allergène pour lequel il faut se méfier plus, parce qu'il y a souvent des réactions plus sévères. Et vous avez même une tendance à une persistance de l'allergie quand l'enfant est allergique plutôt à la caséine. D'accord? Donc c'est important quand même de faire la part des choses quand on a à prendre en charge une allergie au lait de vache. Alors, bien sûr, on recommande une éviction de lait de vache qui est maintenue et poursuite de l'hydrolysat avec diversification alimentaire. Là, je ne vais pas revenir sur les recommandations pour la diversification alimentaire chez ces enfants qui sont allergiques au lait de vache. Il faut les diversifier normalement, comme tous les autres enfants. Il ne faut pas faire des restrictions d'emblée. Oui.
Ah là, je vous entends. De lait de vache et pas le. On parle de l'allergie parce qu'il y a Oui. deux choses. Il y a l'allergie, il y a l'intolérance. C'est différent. L'allergie aux protéines de lait de vache, quand elle est vraie, c'est des grosses réactions, des phénomènes d'urticaire géantes, avec aussi des problèmes parfois d'étouffement. Je les ai eus moi chez un enfant qui était en allaitement maternel exclusif. Et dès que la maman a donné un biberon, il a fait une réaction. Il était à l'hôpital à Lyon. Directement, c'était hospitalisation. Ils ont mis la draie et tout. Mais bon, après, maintenant, pour parler de restriction de lait de vache, donc on évite le lait de vache, bien sûr, mais est-ce qu'on est en éviction complète de lait de vache chez la mère ou pas? Voilà. Non. Alors, entre intolérance et allergie, alors, en matière de terminologie, on parle plus actuellement d'intolérance au PLV, on parle d'allergie aux protéines de lait de vache. Il y a des formes sévères, il y a des formes moins sévères. Avec urticaire géante, éventuellement, anaphylaxie, vous avez des enfants qui vont faire juste des vomissements, ou une petite urticaire. Et donc, c'est toujours de l'allergie aux protéines de lait de vache. Alors là, c'est un bébé qui était uniquement sous lait maternel jusqu'à 3 mois. Il tolérait très bien et on n'a pas fait de restriction chez la maman initialement. Mais l'introduction du biberon, il a réagi. Donc, on va pas imposer de régime d'éviction chez la maman. Dans ce cas, en tout cas. Quand on suspecte une allergie chez l'enfant qui est sous lait maternel exclusif, parce qu'on a des manifestations de type allergique, on va dire, là, par contre, on peut proposer un régime d'éviction chez la maman et voir son impact sur les manifestations cliniques, parce que c'est souvent des allergies, là aussi, dans les GE, etc. D'accord? Donc, la première question chez ce nourrisson, est-ce qu'il y a une place au TPO? TPO a visé diagnostic. Il a des manifestations cliniques et on a des tests qui sont positifs. Donc, on a une histoire clinique et on a conforté cette histoire clinique par les tests, enfin les outils, on va dire diagnostiques. Donc, normalement, on n'a pas besoin de TPO diagnostic. Donc, c'est une allergie au PLV de type IgE médié. On se base sur l'histoire clinique et les tests qui sont positifs. Et donc, si on a à réintroduire le lait de vache, normalement, on propose une réintroduction après au moins 6 mois. Donc, c'est ce qui est recommandé en tout cas. Donc, pour cet enfant, ça va être à peu près vers l'âge d'IL 12 mois. Alors, le test de provocation dans ce cas sera normalement pratiqué. Et là, c'est pour vérifier maintenant de la guérison. Là, le TPO diagnostic, on n'en a pas besoin parce qu'on a une histoire clinique et un test positif. Alors, quand on va décider justement à la réintroduction, au moins 6 mois, on va faire un TPO. Vous êtes d'accord? Mais le TPO doit être fait, bien sûr, en milieu hospitalier, parce qu'il faut quand même être sécurisé. Alors, le TPO permettra de déterminer, comme je vous ai dit, le seuil de réactivité. On n'est pas tous allergiques aux mêmes doses. D'accord? Il y a des enfants qui sont allergiques à 1 millilitre de lait et d'autres qui sont allergiques à 50 ou à 100 millilitres. Donc, on n'a pas le même seuil de réactivité. Donc, le TPO permettra de déterminer le seuil de réactivité, de définir donc les premières doses à administrer à l'hôpital ou au domicile, on va voir. Donc, ce nourrisson à l'âge de 12 mois, toujours sous hydrolysa, on lui refait les prick tests. Alors ça, c'est aussi important. Je vous ai dit qu'on suit un petit peu la cinétique d'IEL, les tests, que ce soit les tests cutanés, ou là, les IgE spécifiques. Et quand on a un taux d'IgE spécifique, par exemple, qui a baissé de plus de 50%, on est au moins rassuré. On va dire que l'enfant, il a plus de chances de tolérer le lait de vache. Donc, vous vous rappelez, le premier test quand fait 7 mm, d'abord on est à 3 mm. Donc, on va faire ce test de provocation orale, donc qui va être réalisé à l'hôpital. Et là, vous avez un protocole. Bien sûr, on va administrer des doses toutes les 20 minutes. On va progresser. Bon, il faut bien sûr que ça soit fait en milieu sécurisé. D'habitude, on prépare le chariot d'urgence, finir qu'on fait l'antihistaminique, voire de l'adrénaline, corticoïde même injectable, enfin, on va prendre même une voie veineuse
pour l'enfant, parce que là c'est une allergie quand même de mécanisme IgE. Et il faut donc s'attendre à tout quand on a des enfants qui sont allergiques par mécanisme IgE. Donc on va donner la première dose, puis une minute, la première minute, puis 3 minutes, 1 millilitre, puis 20 minutes après on va donner 3 millilitres, 20 minutes après 10 millilitres, puis 20 minutes, ainsi de suite. Et on va voir si l'enfant va réagir ou non. Donc on doit guetter toute réaction. Enfin, il y a même des petits tableaux qu'on peut justement, le cadre des protocoles, que le médecin devrait avoir. Parmi les signes, ce qu'on appelle les signes subjectifs, les signes objectifs de l'allergie, et ça va des éruptions cutanées, les signes circulatoires, les signes digestifs, et ainsi de suite. Donc, il va falloir justement cocher, justement, les signes qu'a présenté éventuellement l'enfant. Alors, vous avez un exemple justement de petit tableau qu'on peut remplir au fur et à mesure, donc avec la progression les doses. Donc, vous avez 1 millilitre, 3 millilitres, 5 millilitres, toutes les 20 minutes. Puis on note s'il y a une réaction quelconque au moment de la prise ou après la prise d'une dose donnée. Et là, donc, on calcule a priori ce qu'on appelle la dose cumulée réactogène. C'est-à-dire, 1 millilitre, puis une bête 20 minutes, je vais donner 3 millilitres. Donc, la dose cumulée, c'est 4 millilitres. Et puis, donc, 10 millilitres. Donc, on fait la somme les doses qu'on va administrer, parce qu'on va se baser sur la dose réactogène cumulée pour, justement, proposer une dose éventuellement à domicile le lendemain, justement, de ce test de provocation orale. Donc, premier cas de figure pour ce nourrisson, donc on fait notre test de provocation orale et l'enfant qui réagit à une dose cumulée de 200 millilitres. C'est-à-dire on est arrivé à 200 millilitres et l'enfant n'a pas présenté de signes d'allergie. À votre avis, donc c'est un test qui est resté négatif, on est devant une dose qui est optimale, 200 millilitres, on est très rassuré, largement rassuré. Et donc après, c'est un enfant qui est probablement guéri de son allergie au lait de vache. Alors, peut-on débuter une étéo à domicile? À domicile. On a le TPO à l'hôpital. Donc, est-ce qu'on va justement commencer à réintroduire finalement le lait? Donc, effectivement. Alors, la consommation de lait peut être démarrée à domicile dès le lendemain. Et on va voir un petit peu la dose. Normalement, on commence... Là, c'est un enfant qui n'a pas réagi de tout. Donc, il y a un schéma qui est un peu particulier. Donc, on va progresser rapidement. Maranatouche, dès le lendemain, 200 millilitres. Attention. 200 millilitres, ça a été sous surveillance, au milieu hospitalier, etc. Mais le lendemain, il y a un protocole pour la progression des doses. Alors, quand l'enfant présente éventuellement des troubles digestifs, il faut penser en particulier à l'intolérance au lactose. Parce que les enfants qui n'ont pas pris longtemps, on va dire, le lait de vache, ils peuvent développer une intolérance. Donc, souvent, certaines écoles les recommandent d'emblée un lait sans lactose, le temps que l'enfant puisse un petit peu régénérer, en tout cas, sa synthèse, on va dire, de lactase. Je suis une heure. D'accord. Alors, si refus du lait, parce qu'il arrive que l'enfant refuse aussi la prise du lait, là aussi, on peut justement proposer des alternatives au lait. Et donc, les alternatives peuvent être d'autres laitages ou là des biscuits éventuellement. Donc, voilà un petit peu pour le protocole de réintroduction de lait de vache le lendemain d'un TPO négatif, c'est-à-dire arriver 150, 200 millilitres sans aucune réaction. On pourrait dès le lendemain remplacer progressivement 30 millilitres de lait de Rolisa par 30 millilitres de lait de croissance parce qu'il s'agit d'un nourrisson de 1 an. Et puis augmenter de 30 millilitres tous les 3 jours. Donc, on va progresser plus ou moins rapidement jusqu'à remplacer un biberon, puis 2 biberons, etc. Bon, je vais être obligé. Là, c'est les équivalences pour le lait. C'est-à-dire quand l'enfant refuse le lait, on peut proposer d'autres laitages à la place du lait, parce qu'en fait, il y a des équivalences en matière de teneur en protéines entre les fromages, les yaourts, etc. et le lait. Alors, deuxième cas de figure, c'est toujours pour ce nourrisson. Alors, on fait notre TPO et l'enfant qui réagit à une dose cumulée de 50 millilitres. Donc, on est à une dose quand même relativement petite. Et l'enfant qui a présenté des signes, une sorte d'éruption cutanée, il a commencé à vomir. Donc, normalement, c'est un test qui est positif. Il va falloir arrêter ce test de provocation. D'accord? Donc, c'était les mêmes
enfin le même protocole on va dire, et à 20 millilitres, il a commencé à vomir et à présenter une urticaire de la phase. Donc le total, on est à 20, 30, enfin on est à peu près à 40 millilitres en fait. D'accord? La dose cumulée, c'est à peu près 39 millilitres en fait. C'est pas 50, c'est 39 millilitres, c'est à peu près 40 millilitres. D'accord? Donc retenez de la dose réactogène. Alors peut-on débuter une ETO à domicile? Oui. C'est-à-dire dès le lendemain, on a touché à 50 millilitres. Ce qui est recommandé, c'est le 10e, normalement, la dose réactogène. Il a réagi à 40 millilitres. Par précaution, qu'on a théorie 4 millilitres. D'accord? Et puis, il y a des protocoles pour progresser sur 6 à 8 mois pour arriver à peu près à 80% de la dose réactogène. Donc, on va aller vraiment tout doucement. Là, vous avez des exemples, justement, de protocoles. Ça, c'est un protocole que j'ai pris, en fait, de l'hôpital à Lyon. Donc, le premier mois, on a été 10% de la dose réactogène, deuxième mois, 20%, puis 40%, puis on arrive à 80% de la dose réactogène. 80% il y a 40 millilitres, il y a à peu près 32 ou 30 millilitres. Et puis, on refera un autre TPO pour justement réévaluer le seuil de réactivité. Donc, on peut aussi s'aider un petit peu des équivalences pour 1 et 5 millilitres de lait. Donc, vous avez le beurre, vous pouvez utiliser du biscuit, dont on connaît un petit peu la composition. Donc, on pourrait, à la place du lait cru, proposer peut-être un biscuit ou là du fromage ou là un laitage, etc. Alors, ce même enfant au palier de 120 millilitres par jour, après un deuxième TPO avec nouvelle dose cumulée réactogène. Donc, on a refait une bête de 8 mois et on est, en fait, l'enfant qui a augmenté finalement son seuil de réactivité. Et au palier de 120 millilitres, l'enfant a refusé catégoriquement sa dose de lait. Je vous ai dit que pour maintenir la tolérance, il faut que l'enfant prenne tous les jours le lait. Alors, je vais à la solution. Quelle serait votre conduite? Parce que là, on va perdre le bénéfice de l'induction de tolérance. Voilà, on peut justement proposer autre chose que le lait, proposer de répartir aussi la dose en 2 prises, de masquer le lait dans les plats, aromatiser le lait, la prise quotidienne bien sûr est essentielle, et il faut justement avoir cette motivation d'y les parents. Alors, le deuxième cas, je vais essayer d'aller plus rapidement. Alors là, vous êtes devant une femme qui est plutôt non IgE, d'allergie au lait de vache. Donc, Nadia, âgée de 6 mois, a adressé à la consultation d'allergologie. Elle a présenté à l'âge de 4 mois, depuis le sevrage de l'allaitement maternel, un eczéma diffus avec colique, gaz, inconfort, pleurs fréquents. Ça ressemble au trouble fonctionnel des nourrissons. Alors, plusieurs essais d'introduction des laits artificiels ont échoué. Quel diagnostic évoquez-vous? Ergiopathologique, colique du nourrisson, APLV forme IgE, APLV forme non IgE, intolérance au lactose. En fait, les signes cliniques ne sont pas vraiment spécifiques, mais si on a évoqué une allergie, on est en droit d'évoquer l'allergie parce que ça a coïncidé justement avec l'introduction du lait de vache. Est-ce une allergie, dans ce cas, IgE ou la non IgE? Normalement, non IgE. Vous avez le type de manifestation clinique, vous avez aussi le délai par rapport à la prise du lait qui permet justement d'orienter le mécanisme. Quel examen demandez-vous? Prick test au lait de vache, patch test, IgE spécifique, IgE recombiné? Aucun. Allergie non IgE. Donc, prick test va être négatif. IgE spécifique va être négatif. Vous êtes d'accord? Parce que le mécanisme, il est plutôt non IgE. Alors, le patch, justement, c'était une proposition, pour le diagnostic des allergies non IgE, mais il est dépassé. On fait plus de patch test. Ils sont pas standardisés, sont peu sensibles. C'est surtout pour les enfants de moins de 1 an. Et puis, le dialer test qui a été utilisé n'est plus actuellement commercialisé. Donc, on se base finalement sur l'histoire clinique. Sinon, vous avez d'autres alternatives. Je suis là pour le diagnostic. Si on n'a pas les tests et si on a une forme plutôt non IgE. Au moment, c'est l'éviction et réintroduction. C'est le gold standard en matière de diagnostic des allergies. Alors, le nourrisson a été mis sous hydrolysat de PLV, régime d'éviction strict de lait avec amélioration spectaculaire en 10 jours. C'est-à-dire, il n'a plus à les troubles digestifs, ni les signes cutanés. Donc, on a eu un impact sur les manifestations cliniques et donc l'imputabilité, il est là par rapport justement à cette allergie au lait de vache.
Alors, une induction de tolérance orale est-elle possible chez cet enfant? Alors, Gnaqbila, Théo est indiqué pour toutes les formes d'allergie. Normalement, c'est les IgE, les formes IgE. Et là, on est devant une forme qui est non IgE. Donc là, ça va être plutôt une réintroduction, mais pas vraiment une induction de tolérance. D'accord? Alors, allergie non IgE immédiée, de forme digestive et cutanée, retardée. L'évolution, normalement, de l'APLV est dans la plupart du temps spontanément favorable. Vous avez une forme de l'allergie au PLV qui est relativement sévère, qui a tendance à persister, l'EHIA. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le SEIPA. Là, vous avez une forme qui est non IgE, qui est relativement sévère, qui a tendance à persister le plus souvent. D'ailleurs, quand on à l'âge de 18 mois, on essaye la réintroduction. À la différence les formes classiques, on va dire de l'allergie, qu'elle soit IgE ou les autres formes non IgE. D'accord? Alors, la réintroduction du lait ne peut être envisagée qu'après au moins 6 mois d'éviction. Là, c'est une règle, on va dire, en matière d'allergie, notamment les vaches, vers 10-12 mois. Et on peut la faire à domicile, sans passer par l'hôpital, normalement. Parce que c'est une forme qui est non IgE. Il n'y a pas de risque d'anaphylaxie. C'est juste des manifestations cutanées et digestives. Donc, on peut justement proposer un protocole de réintroduction à domicile. Alors, faut-il refaire les tests cutanés avant d'entamer la réintroduction? Alors, en principe, oui. Parce que vous avez des formes, effectivement, qui switchent vers une forme non IgE qui deviennent IgE. Donc, ça, le protocole, on n'est plus dans ce cas, on sera plus dans ce cas dans l'allergie non IgE. Il va falloir justement faire le TPO, etc. Et donc, ce switch, il est possible, il faut l'avoir en tête. Et donc, normalement, c'est rare, mais c'est possible. Mais c'est exactement le lait de vache, oui. Mais c'est possible. Pour les autres aliments, mais dans le lait de vache, c'est assez rare. Mais ça peut. Ça peut, voilà. Normalement, oui. Risque de passage d'une forme IgE dépendante. Alors, comment entamer la réintroduction à domicile? Bon, là, on est relativement rassuré. Il n'y a pas de risque vraiment avec l'allergie. Voilà. Alors, vous avez le genre de protocole. Bon, je peux vous laisser, bien sûr. On peut donner 1 millilitre le premier jour, 2 millilitres le deuxième jour, et on progresse tout doucement. Ensuite, la semaine, on va augmenter toutes les semaines, puis tous les mois. Puis, on remplace les autres biberons progressivement avec introduction de laitage et du fromage, éventuellement. L'administration des doses se fait sous surveillance parentale directement dans la bouche ou dans une petite quantité de vecteurs en cours de journée. Chaque jour à la même heure de préférence. Importance là aussi de l'éducation, de la motivation des parents. Donc vous avez un petit peu les protocoles de groupes de diététiciens qui s'occupent de l'allergie alimentaire. Donc on pourrait initier la réintroduction au domicile avec des petites quantités de lait de vache sous forme de lait cru, ou là aussi sous forme d'équivalence de lait cru, donc les biscuits, etc. Bon, je suis peut-être à la fin. Et donc là, il s'agit finalement d'une allergie qui est non IgE médiée, les symptômes retardés chroniques digestifs, eczéma, un eczéma précoce et sévère ne répondant pas aux dermocorticoïdes, et dose dépendante, exploré éventuellement par les patch tests, mais c'est un examen que je vous ai dit qui est actuellement pas disponible et on a du mal à l'avoir et même de l'interpréter. Alors, pour faire le diagnostic, on fait un régime d'éviction et puis normalement on réintroduit après 2 à 4 semaines d'éviction. D'accord. Et il faut penser à faire un bilan allergologique parce que justement il y a ce risque de switch, comme je vous ai dit, vers une forme plutôt IgE. Voilà, donc les effets indésirables du laitéo, juste pour les rappeler, sont relativement fréquents, mais le plus souvent, je vous ai dit, légers. Cependant, il y a des anaphylaxies qui ont été décrites. Pour les formes relativement sévères, il faut maintenir une trousse d'urgence. Ça peut survenir à tout moment. Il y a aussi les facteurs de risque qui sont connus. Donc, au moment où il y a la prise ou de l'introduction ou la réintroduction, il faut éviter l'effort, les infections intercurrentes, les menstruations chez la fille, etc. Voilà, quelques aussi recommandations pratiques. Il faut prendre les doses tous les jours, avoir une surveillance d'au moins 1 à 2 heures après la prise. Là, je prends des formes IgE pour lesquelles on a dû initier ou induit la tolérance.
Il faut prendre la dose de l'aliment en fait à distance des efforts physiques, diminuer la dose de moitié en cas d'infection, d'exacerbation, etc. Enfin, il y a des recommandations qu'on fait aussi aux parents pour qu'ils sachent quand même gérer cette induction de tolérance. Ne jamais arrêter les prises quotidiennes. Il faut contre-indiquer certains médicaments au moment de la prise qui peut justement potentialiser la réponse immunitaire. Bon, je pense que c'est la dernière. En cas d'oubli aussi, notamment pour les allergies sévères, il faut reprendre le lendemain à la même dose. Si l'oubli, en fait, s'est étalé sur plusieurs jours, au moment de l'induction de tolérance, il faut normalement reprendre dès que possible la moitié de la dose, la dernière dose. Si l'oubli dépasse 7 jours, il faut contacter le médecin et prescrire le TPO, voire éventuellement refaire un TPO. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps, c'est très bien. Et surtout d'avoir pu déjà résumer en 45 minutes un sujet qui aurait mérité la journée. Moins de 45 minutes, je suis d'accord. Ok. Alors, notre président nous dit que c'est la fin de la séance. C'est juste pour résumer. Je te remercie de nous avoir un petit peu éclairci les idées. J'espère que c'est le cas de tout le monde, en sachant qu'on a 2 allergies, l'allergie IgE médiée où on fait une induction de tolérance et l'IgE non IgE médiée où on fait plutôt une réintroduction. l'IgE médiée, c'est quand même une allergie assez sévère, donc ça doit être encadré dans une équipe médicale, en milieu hospitalier, etc. La non IgE médiée peut éventuellement, quand elle n'est pas très sévère, se faire à domicile. Parce que en général, ça rentre dans l'ordre de façon spontanée. Voilà, grosso modo, c'est vrai qu'il y a des protocoles qui dépendent des équipes, mais tout est disponible, je pense, sur le net, sur les protocoles. Mais en fait, c'est une question d'expérience selon les équipes. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et merci beaucoup, professeur Taille. Merci à vous. Et à tout à l'heure alors. Je crois qu'il y a une pause café là maintenant. Merci beaucoup. Très bien.